Sur les pas de Tamerlan. C'est sous ce nom que nous a été vendu ce voyage en Ouzbékistan. À Tachkent, capitale du pays, la mémoire de Tamerlan, ce Napoléon de l'Asie centrale qui vécut au XIVe siècle, est largement honorée, comme ici, où la grande place de Tachkent, la plus grande de toute l'Asie centrale, lui est entièrement dédiée. Bordant la place de l'Indépendance, un palais des congrès flambant neuf, de conception très moderne, mais respectant toutefois la tradition architecturale avec son dôme et ses colonnes stylisées. L'Ouzbékistan Hotel, l'un des plus grands de la ville, nous hébergera pour notre première nuit en Ouzbékistan. La visite de la ville nous fera découvrir une capitale très moderne, dont plus d'un tiers de sa superficie est consacrée aux espaces verts, canaux, fontaines et jets d'eau, tandis que la circulation se fait par de larges avenues plantées de platanes plus que centenaires. Notre premier arrêt sera pour une sculpture monumentale de style très soviétique qui commémore l'épicentre du tremblement de terre qui détruisit une bonne partie de la ville en 1966. Certains quartiers que nous traversons nous rappellent par leur architecture que la Russie d'abord, puis l'Union soviétique ensuite, régna sur ce pays pendant plus de 150 ans, jusqu'au 31 août 1991, date à laquelle l'Ouzbékistan retrouve son indépendance. Nous nous dirigeons maintenant vers la vieille ville pour découvrir ce qui m'a donné l'envie de ce voyage, c'est-à-dire des édifices religieux islamiques à l'architecture incomparable, faite de minarets, de coupoles d'un bleu sans égal, de mézerdas aux frontons toujours richement décorés. Sur une très grande agora, l'ensemble Hazret Iman. Datant du XVIe siècle, il est composé d'une école coranique appelée Médersa, d'un mausolée et d'une mosquée du vendredi toujours ouverte au culte, précision importante car l'essentiel de tous ces édifices religieux, élevés à la gloire d'Allah, se consacre aujourd'hui à l'adoration d'un nouveau dieu appelé dollar. Le commerce y est roi. Business is business.
Voilà donc ce qui nous attendra le plus souvent, une mézerda vide d'étudiants où les cellules abritent maintenant toutes sortes de produits destinés aux touristes. Dans les quartiers populaires, un habitat simple où, particularité du pays, les conduites de gaz qui alimentent les maisons sont aériennes. Puis ce sera une nouvelle mézerda, une de plus dans une liste qui sera longue, avec une grande animation dans sa mosquée voisine puisque nous sommes vendredi, jour de prière. Ici, l'école coranique est encore en activité. Elles ne sont plus que quelques dizaines dans tout le pays. Elles forment les élèves qui deviendront des magistrats du culte islamique. Nouveau quartier, le quartier des artistes. Un peu notre place du tertre à eux. Ici, pour quelques sous, on vous tirera votre portrait. Au pied d'une autre mézerda, une cuisine de campagne a été installée. On s'affaire à la préparation du plov, le plat national ouzbek, car ce soir, on célébrera l'une des fêtes les plus importantes de ce pays, le mariage. Jamais moins de 300 couverts pour un tel événement. On compte même parfois jusqu'à 1000 invités, ce qui endette certaines familles pour toute une vie. Pour les plus courageux ou les plus résistants, retour à l'hôtel à pied en traversant les parcs et les jardins, des routes en campagne, mais aussi en ville autour des
Derrière cette magnifique pièce d'eau, le monument de l'indépendance et le palais du Parlement ouzbek, qui fut victime en 1999 d'un attentat à la bombe perpétré par des fondamentalistes islamiques, car ici l'on pratique un islam modéré, vodka et viande de porc étant consommés couramment. À 1h30 de vol de Tachkent, la ville de Khiva. Nous prenons rapidement possession de notre hébergement, une ancienne mézerda au minaret tronqué qui est l'emblème de la ville. Les anciennes cellules d'étudiants ont été transformées en chambres, spartiates, certes, mais confortables. Ville fortifiée, Khiva est une ville musée où de très nombreux monuments ont été restaurés et mis en valeur, faisant de cette ville un site touristique de premier ordre. Éléonore, notre guide, nous explique ici pourquoi le minaret tronqué. Il devait atteindre 70 mètres, mais le khan de Khiva mourut pendant les travaux, et faute de financement, le Kaltaminor s'arrêta à 26 mètres. Visite de Kunya Ark, la vieille forteresse construite entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'était la résidence des khans, c'est-à-dire le seigneur de la région. La mosquée d'été, aux murs couverts de majoliques bleues et au toit soutenu par 6 piliers de bois sculptés, est sans conteste la partie de la forteresse qui séduit le plus les visiteurs. Le plafond de bois encaissé et sculpté est décoré de motifs aux couleurs chaudes, rouge et jaune. Dans la salle du trône, des murs de stuc finement ciselés. Éléonore, véritable puits de science, nous explique par le menu toutes les subtilités de l'art de la céramique ouzbek. De l'autre côté de la place, face à la forteresse, la mézerda Rakim Khan II.
discret et vu de la rue à part son minaret, la mosquée Jouma est une vaste salle de prière soutenue par une forêt de 218 piliers de bois, tous sculptés différemment. Judicieusement percé au milieu de la toiture, un puits de lumière nous fait découvrir le minaret. Les piliers de bois sculptés, éléments décoratifs essentiels de l'architecture ouzbèque, datent pour certains du Xe siècle. Le palais de pierre, un palais construit entre 1831 et 1841. Son architecte fut empalé, n'ayant pu achever les travaux en 2 ans, délai qu'avait imposé le Khan. Il faudra en réalité 8 ans supplémentaires pour terminer les travaux. Dans le harem, on trouve sur la partie gauche 5 terrasses couvertes appelées Iwan, pour le Khan et ses 4 épouses légitimes, tandis qu'en face résidaient les concubines et leurs servantes. Les murs de ces iwans sont richement décorés de panneaux de mosaïques ciselées, tandis que sur les piliers, on retrouve des carreaux de faïence aux références symboliques du zoroastrisme, la religion de toute l'Asie centrale avant que l'islam ne s'impose au 7e siècle de notre ère. Dans la ville intérieure de Khiva, on trouve plus de 50 monuments historiques et près de 250 maisons datant du XVIe siècle pour les plus anciennes. Cette ville intérieure s'appelle Ishankala. Elle est bien sûr classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. Le minaret Islam Hoja, au sommet rétréci, est avec ses 56 mètres le plus haut de la ville. Sa construction, faite de briquetage alterné avec rayures à dessin, lui donne un aspect très original. Le mausolée Paklavon Mahmoud honore et abrite son tombeau. Réputé comme lutteur hors pair, jamais battu, mais aussi comme guérisseur, il était vénéré par toute la population de Khiva au XIIIe siècle.
Dernier coup d'œil sur la ville au soleil couchant. Au sommet de la vieille forteresse, nous découvrons un panorama de la ville qui nous confirme, s'il en était besoin, que Khiva est assurément digne de sa réputation de ville-musée. Notre situation au perché nous fait également découvrir toute la beauté des remparts qui enserrent la ville sur un périmètre de 2250 mètres, avec des murs hauts de 8 à 10 mètres pour une épaisseur de 6 à 8 mètres. Tôt demain matin, nous quitterons Khiva pour Bukhara, une autre ville légendaire de la route de la soie. Autant le dire tout de suite, cette étape de transition qui nous mènera de Khiva à Bukhara va être très longue, et même très longue. Pas tant par le kilométrage, puisque les deux villes ne sont distantes que de 450 km, mais en temps. Horaire prévu, 12 heures minimum. Bien sûr, les distractions vont être rares. Nous passerons bien quelques ponts comme celui-ci qui enjambe la Moudaria, le plus grand fleuve d'Ouzbékistan qui se jette dans la mer d'Aral, sinon la journée sera consacrée au désert. Du désert, toujours du désert, encore du désert. De grands canaux d'irrigation ont été creusés à l'époque soviétique pour alimenter en eau les champs de coton, l'essentiel de la production du pays. Cette culture nécessitant une grande quantité d'eau pour pousser, on a asséché la mer d'Aral. CQFD. Pendant environ 80 km et près de 4 heures, nous suivrons cette toute nouvelle route, toute nouvelle mais impraticable, puisque inachevée, le maître d'œuvre l'État ouzbek étant en conflit avec l'entreprise coréenne qui exécute les travaux. Aux dernières nouvelles, ce sont les Allemands qui ont repris le chantier. Inauguration prévue fin 2013. Fin 2013, mon œil! En attendant, on roule à 20 à l'heure sur une piste défoncée. Un peu d'animation dans ce monde désertique. Le troupeau de moutons dont on fait les toques et les manteaux. Ce sont des moutons astracans. Pour les commodités, faudra faire avec les moyens du bord. Ici, le moindre bosquet sera précieux. Des chevaux sauvages vont s'abreuver à la Moudaria, qui à certaines périodes de l'année peut s'étendre sur plusieurs kilomètres de large. Nous retrouvons maintenant la végétation, les champs de coton, les premières habitations.
Retour à la civilisation, nous sommes dans les faubourgs de Boukhara. Idéalement placé en centre-ville face au lac et ses terrasses animées, notre hôtel. Le temps d'un rafraîchissement et c'est de nouveau le départ en bus pour un dîner bien mérité dans une maison ouzbèque, tout ce qu'il y a de typique, nous dit-on. Puis ce sera un repos tout aussi mérité après cette traversée du désert. Vénéré dans tout le monde arabo-musulman, Eddine Hodja est un personnage fantasque qu'il est bon d'avoir dans son appareil photo. Les pèlerins qui visitent Boukhara ne s'en privent pas, nous non plus d'ailleurs. Avec ses 240 000 habitants, Boukhara est une vraie ville, contrairement à Khiva, la ville-musée, où pèlerins et touristes viennent aussi très nombreux, 140 sites et monuments ayant été classés par l'UNESCO dans cette ville. On retrouve ici aussi une débauche d'un art architectural très stylisé, où niches en stalactites, briques à glaçure, panneaux de stuc ciselés démontrent toute l'adresse et la dextérité des artisans qui les ont réalisés. À côté des boutiques en tout genre, on peut trouver dans les mézardas liés au dollar des spectacles de marionnettes, spectacles très prisés des Ouzbeks. La ville de Boukhara est d'ailleurs réputée pour ses artistes et artisans qui fabriquent ces marionnettes de papier mâché. Donc ensuite, il faut coller ces deux parties entre elles. Là, vous voyez. Voilà, on les colle, on coupe ce qui dépasse. Voilà, il faut bien coller. Donc ensuite, il faut mettre encore deux couches de papier à visser. D'abord on visse. Et encore deux couches de papier. Voilà, peinture à l'eau, peinture à l'huile, donc on dessine les traits, donc les yeux, la bouche, les joues, etc. Voilà. Et voilà, le visage est là. Mais vous savez, c'est que c'est pas si rapide que ça, parce qu'il faut que ce soit bien sec. Chaque fois, quand on met une couche de papier, une couche de peinture, il faut attendre. Il faut attendre, voilà pourquoi, pour fabriquer une tête, donc il faut en moyenne 7 jours. L'Ouzbékistan est aussi un gros producteur de tapis, qu'ils soient de coton, de laine ou de soie. La soie que l'on produit en grande quantité, ce qui explique aussi le grand nombre de mûriers, parfois centenaires, que l'on trouve le long des routes en campagne, mais aussi en ville, autour des places et le long des rues et des avenues. Les feuilles serviront à nourrir le ver à soie, qui pour devenir Bombix devra passer par le stade de cocon dont on récupérera le fil afin de tisser notre fameux tapis. Et voilà, la boucle est bouclée.
Dans la partie médiévale de la ville, 4 portes en forme de dôme servent aujourd'hui à abriter de nombreuses boutiques qui attendent de pied ferme le touriste, toujours en quête d'objets insolites, de souvenirs authentiques ou de bonnes affaires. Rebâtie sur d'anciennes ruines et datant du XIIe siècle, la mosquée Maghdi Hattori est remarquable par son portail au motif ciselé dans l'albâtre, rehaussé de pierres polies et de majoliques. La boîte de papier mâché peinte est aussi un grand best-seller parmi les achats souvenirs des touristes, ainsi que ses miniatures, aquarelles aux détails très fouillés. Sous une autre coupole marchande, on trouvera les antiquaires. Les nostalgiques du régime soviétique trouveront ici la pièce qui manque à leur collection. En Ouzbékistan, la musique est un art majeur. Démonstration. Chez Oulgik, on est coutelier-ciselier depuis plusieurs générations. Ces couteaux sont de grande qualité et aussi de grande réputation. Datant du XVe siècle, la Mezerda Ulugh-Bek. Son portail d'entrée est caractéristique de par sa grande hauteur et sa décoration en spirale. Lui faisant face, la Mezerda Abdulaziz Khan, datant elle du XVIIIe siècle. Son porche au décor nid d'abeilles est du plus bel effet. Le minaret Kalian, avec ses 46 mètres,
est la réalisation architecturale la plus haute de Boukhara. Bâti au XIIe siècle par le khan Aslan, c'est l'un des plus beaux minarets de toute l'Asie centrale. Il fait partie de l'ensemble Poy Kalyan, avec la Mezerda Miri Arabe et la mosquée Kalyan. Le minaret se dresse sur une base octogonale et s'élève en une succession de 10 couronnes de briques vernissées, ayant chacune leur propre motif. En 1220, Boukhara fut mise à sac par Gengis Khan, mais ce dernier épargnait le minaret tant il trouvait cette réalisation extraordinaire. Face à la Mezerda Mir Arabe, la mosquée du vendredi Kalyan. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes d'Asie centrale. Le bâtiment occupe un espace de plus d'1 hectare et peut accueillir 10 000 fidèles. La cour intérieure est entourée d'une galerie de 208 colonnes qui supportent 288 coupoles. Un grand dôme bleu surmonte le mihrab de la mosquée. Le temps de traverser la ville avec notre super bus climatisé, et c'est tant mieux car à l'extérieur on frôle les 40 degrés, et nous voici face à la citadelle Arc qui, à partir du XVIIe siècle, abrita les seigneurs de Boukhara. Face à la citadelle, la mosquée Bolo Kaouz. Bâtie à partir de 1712, c'est l'une des plus belles mosquées de Boukhara, avec son iwan soutenu par ses piliers ornés de stalactites peintes, ce qui lui donne une allure unique en son genre. Le mausolée de Job. Il date du XIIe siècle et commémore le puits qu'aurait fait surgir le prophète Job au milieu du désert. C'est aujourd'hui le musée de l'eau. Encore plus ancien, le mausolée des Samanides. Construit au début du Xe siècle, on le présente comme un chef-d'œuvre d'architecture. Voir Gogol. Sa forme cubique rappelle la forme de la Kaaba, ce qui lui donne une forte signification symbolique. Puis fin d'après-midi détente au bord du lac d'un parc d'attractions où les Ouzbeks viennent canoter ou bien encore pour les plus petits, faire un tour de manège. Une fois encore, le passé soviétique du pays se fait sentir avec ses attractions d'un autre temps. Et pour conclure cette journée d'excursion, le Tchor Minor.
C'est l'un des derniers monuments construits à Boukhara. Ces 4 tours coiffées de coupoles turquoises sont du plus bel effet. Elles marquaient l'entrée d'une mézerda, aujourd'hui disparue. C'était prévu dans le programme, ils l'ont fait. Soirée folklorique et présentation de mode. Dernière matinée à Boukhara avec la visite du quartier juif. On a pu compter jusqu'à 4000 juifs dans ce quartier au milieu du 19e siècle. Sous le pouvoir des Khan, ils subissaient de nombreuses contraintes. Au moment de l'indépendance, ils ont quitté l'Ouzbékistan pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, ce quartier est réputé pour ses hôtels à prix raisonnables et ses maisons d'hôtes qui fascinent de nombreux voyageurs par leur architecture authentique. Puis quartier libre et dislocation du groupe, afin que chacun puisse à sa guise profiter des derniers instants de cette ville pleine d'histoire et de charme.